J'ai toujours aimé les bonnes randonnées. Il y a quelque chose dans la solitude, le rythme de mes pas sur le sentier, la façon dont le monde semble se réduire à moi et au chemin à parcourir. C'est paisible, c'est l'occasion d'échapper à tout et d'être simplement. Mais après ce qui s'est passé l'année dernière, je me suis mise à éviter les bois. Voici pourquoi. Tout a commencé comme n'importe quelle autre randonnée. Un ami m'avait parlé de ce sentier qu'il qualifiait de joyau caché. Il m'avait dit que les vues étaient incroyables et que c'était l'un de ces endroits qu'il fallait voir pour y croire. Un samedi matin, j'ai donc chargé mon sac à dos, pris mes vieilles chaussures de randonnée et me suis mis en route pour le voir de mes propres yeux. Le trajet s'est déroulé sans encombre. La route traversait de petites villes et des forêts denses, se rétrécissant progressivement jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un chemin de terre coupant à travers les arbres. Lorsque j'ai finalement atteint le point de départ du sentier, j'ai été surpris de constater que le parking était vide. Je me suis dit que j'étais en avance ou que tout le monde avait fait la grasse matinée. Cela ne m'a pas dérangé. En fait, je me réjouissais à l'idée d'avoir le sentier pour moi tout seul. Le sentier a commencé par une pente douce à travers une forêt épaisse de pins imposants. L'air du matin était frais et les seuls bruits étaient le gazouillis occasionnel des oiseaux et le bruissement des feuilles sous les pieds. Je me sentais bien, plein d'énergie, prêt à affronter les kilomètres qui m'attendaient. Au bout d'une heure environ, les choses ont commencé à se gâter. Le sentier, qui était bien usé et facile à suivre, est devenu moins défini. Les arbres se rapprochaient les uns des autres, leurs branches s'entrelaçaient au-dessus de moi, masquant de plus en plus le ciel. C'était comme si la forêt se refermait, engloutissant le sentier dans son étreinte. Plus j'avançais, plus le silence régnait. Les oiseaux ont cessé de chanter, le vent s'est calmé, et le seul bruit qui restait était ma propre respiration, qui devenait de plus en plus laborieuse à chaque pas. J'ai essayé de me débarrasser du malaise qui remontait le long de ma colonne vertébrale, en me disant que ce n'était que mon imagination, que je laissais l'isolement m'envahir. Mais il y a eu l'odeur. Au début, elle était faible, juste une bouffée de quelque chose d'aigre qui m'a fait plisser le nez. Je l'ai ignorée, mais au fur et à mesure que je continuais, elle est devenue plus forte, jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. C'était l'odeur de la décomposition, épaisse et suffocante, comme quelque chose de mort et de pourri depuis longtemps. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là. Tous mes instincts me crièrent de faire demi-tour, de sortir de là, mais je n'ai pas écouté. J'ai continué à avancer, poussé par un besoin obstiné d'atteindre la fin du sentier, de trouver la vue dont mon ami m'avait parlé. Le sentier, si l'on peut encore l'appeler ainsi, me conduisit plus profondément dans la forêt, les arbres se pressant si étroitement que je devais me baisser et louvoyer pour éviter leurs branches. L'odeur était accablante et me donnait des fourmis dans l'estomac, mais j'ai continué, plus déterminé que jamais, à aller jusqu'au bout. C'est alors que je l'ai entendu. Au début, ce n'était qu'un faible bourdonnement, à peine audible par-dessus le bruit de mes propres pas. Mais au fur et à mesure que je marchais, il s'est amplifié, se transformant en quelque chose qui ressemblait presque à un chant. Ce n'était pas une langue que j'avais déjà entendue, plutôt un grognement guttural et rythmique qui semblait se répercuter dans les arbres. La panique commença à s'installer. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient en agrippant les bretelles de mon sac à dos. Les chants s'amplifiaient, se rapprochaient, et je savais que je n'étais pas seul dans les bois, mais je ne voyais personne. Les arbres étaient trop denses, les sous-bois trop épais. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, animée par ce son horrible. Je me forçais à continuer d'avancer, mes pas s'accélérant alors que les chants semblaient m'entourer, venant de toutes les directions à la fois. Je n'arrivais pas à savoir si j'étais toujours sur le sentier ou si je m'étais égaré dans une partie inconnue de la forêt. Tout ce que je savais,
c'est qu'il fallait que je sorte de là. Vite. Puis, sans crier gare, j'ai trébuché dans une clairière. L'ouverture soudaine était choquante. La lumière aveuglante après la pénombre de la forêt. Et là, au centre de la clairière, il y avait un arbre comme je n'en avais jamais vu. Il était massif, ancien, avec un tronc si large qu'il aurait fallu plusieurs personnes pour l'entourer de leurs bras. Son écorce était sombre, presque noire, et ses branches se tordaient vers le haut comme des doigts noueux s'agrippant au ciel. Mais ce n'est pas l'arbre qui m'a glacé le sang, c'étaient les silhouettes rassemblées autour de lui. Ils étaient humains, ou du moins l'avaient-ils été. Leur peau était pâle, tendue sur des os qui formaient des angles peu naturels. Leurs yeux étaient vides, creux, et leur bouche bougeait dans ce même chant guttural qui m'avait suivi à travers la forêt. Ils se tenaient en cercle autour de l'arbre, se balançant au rythme de leur chant, inconscients de ma présence. J'étais cloué sur place, incapable de bouger, incapable de respirer. Tout ce que je pouvais faire était de les regarder continuer leur rituel, le son de leur voix s'enfonçant dans mon crâne comme des clous. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, figé par la peur, mais finalement, l'une des silhouettes a cessé de psalmodier. Lentement, elle tourna la tête vers moi, ses yeux vides se fixant sur les miens. Il n'en fallait pas plus pour me sortir de ma paralysie. Sans réfléchir, je me suis retourné et j'ai couru, m'enfonçant dans les broussailles, sans me soucier de la direction que je prenais tant que je m'éloignais de cette clairière. Les chants s'amplifiaient derrière moi, mais je n'osais pas me retourner. Je me suis contenté de courir, poussé par la terreur, l'image de ses yeux creux étant gravée dans mon esprit. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, ni quelle distance j'ai parcouru. J'ai eu l'impression de courir des heures, alors que ce n'était probablement que quelques minutes. Finalement, les arbres ont commencé à se raréfier et j'ai trébuché sur le chemin de terre où j'avais garé ma voiture. Mes jambes tremblaient, ma respiration était irrégulière, mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis jeté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans un regard en arrière. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas voir si quelque chose m'avait suivi hors de ces bois. Je me suis contenté de conduire, en mettant le plus de distance possible entre moi et cette piste. Ce n'est que lorsque j'ai retrouvé la sécurité de mon appartement que je me suis enfin autorisé à réfléchir à ce que j'avais vu. J'ai essayé de rationaliser, de me convaincre que ce n'était qu'un tour de passe-passe, une hallucination due à l'épuisement ou à la peur. Mais au fond de moi, je sais que ce que j'ai vu était réel. Depuis, je n'ai plus jamais fait de randonnée. L'idée de remettre les pieds dans les bois me donne la chair de poule. Peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'y retourner, d'affronter ce que j'ai rencontré là-bas. Mais pour l'instant, je me contente de la sécurité de la ville, où les seuls bruits sont le bourdonnement de la circulation et le bavardage des gens, et où les arbres sont bien à l'abri dans les parcs. Il y a des endroits qu'il vaut mieux ne pas explorer. Il vaut mieux laisser certains sentiers à l'état brut. Et il y a des choses qu'il vaut mieux oublier. Mais j'ai beau essayer, je ne peux pas oublier cet arbre, ces silhouettes ou le chant qui hante encore mes rêves. D'accord, je n'ai jamais été un grand amateur d'activités de plein air. Bien sûr, j'aime l'idée de la nature, l'air frais, les paysages, tout ça, mais quand il s'agit d'y aller vraiment, c'est une toute autre histoire. Mais l'année dernière, j'ai laissé mon ami Chris me convaincre de faire cette randonnée épique qu'il avait trouvée sur Internet. Il m'a dit que c'était un joyau caché avec des vues à couper le souffle. Oui, d'accord, j'aime bien les belles vues. J'ai donc accepté. Chris fait partie de ces gens qui sont toujours en train de vivre une nouvelle aventure. Nous sommes amis depuis l'université et il m'a entraîné dans toutes ses folles idées. Je dois cependant lui reconnaître que la plupart d'entre elles en valent pas la peine. Mais cette randonnée,
Celle-ci était différente. Nous sommes partis tôt un samedi matin. Chris est venu me chercher dans sa Jeep déglinguée, son chien Duke aboyant d'excitation sur la banquette arrière. Duke est un berger allemand massif qui a plus d'énergie que je n'en ai jamais eu dans ma vie. D'habitude, c'est le chien le mieux élevé, mais ce jour-là, il n'était pas dans son assiette. Je me suis dit qu'il était juste excité pour la randonnée. Chris avait tracé un sentier qui, jurait-il, allait changer la vie. C'était censé être un aller-retour d'environ 10 miles, avec une boucle autour d'un lac et une chute d'eau quelque part sur le chemin. Cela semblait bien sur le papier, mais je regrettais déjà ma décision avant même d'avoir atteint le point de départ du sentier. Le trajet s'est déroulé sans encombre, à part Duke qui se plaignait à l'arrière comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'ai essayé de l'ignorer, mais j'avais un sentiment tenace au creux de l'estomac. Peut-être était-ce le fait que j'allais passer toute la journée à transpirer dans les bois alors que j'aurais pu rester sur le canapé avec une bière. Lorsque nous sommes enfin arrivés au départ du sentier, tout était étrangement calme. C'était un samedi et le parking était vide. Pas d'autres voitures, pas de gens. Il n'y avait que nous. Chris s'est contenté de dire que nous avions de la chance d'avoir l'endroit pour nous seuls. Duke, quant à lui, agissait toujours bizarrement, reniflant l'air comme s'il avait senti une odeur désagréable. Nous avons commencé la randonnée et pendant la première heure, tout allait bien. Le sentier était bien balisé, les arbres nous dominaient comme dans un documentaire sur la nature, et l'air était frais et vivifiant. Je commençais à m'amuser, ce qui était rare. Mais les choses ont commencé à devenir étranges. Plus nous nous enfoncions dans les bois, plus le silence régnait. Pas d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles, rien. Juste le bruit de nos bottes crissant sur la terre et le gémissement occasionnel de Duke. Je ne suis pas du genre à m'effrayer facilement, mais le silence était troublant. « Mec, t'es sûr qu'on est sur le bon sentier ?» demandai-je à Chris en essayant de garder mon calme. Je demande à Chris en essayant de garder une voix stable. « Ouais, mec, c'est juste devant nous. Je crois qu'on se rapproche du lac, » répondit-il, mais même lui semblait moins sûr de lui qu'auparavant. Une demi-heure s'est écoulée et il n'y avait toujours aucun signe du lac ou de la chute d'eau. Le sentier commençait à être envahi par la végétation, comme si personne n'était passé par là depuis des années. Nous nous sommes arrêtés pour faire une pause. Et c'est à ce moment-là que Duke a vraiment commencé à paniquer. Il tournait en rond, grognait contre rien en particulier et avait les poils hérissés. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. « Je n'aime pas ça, Chris. Il y a quelque chose qui ne va pas, » dis-je en essuyant la sueur de mon front. Chris est resté silencieux pendant un moment, regardant autour de lui comme s'il voyait l'endroit pour la première fois. Oui, on devrait peut-être faire demi-tour. Mais le problème, c'est que nous étions déjà allés si loin et que je n'avais aucune idée de la façon de retourner à la voiture sans refaire chaque pas. Nous avons décidé de continuer un peu plus loin, en espérant trouver un point de repère ou quelque chose qui nous confirmerait que nous sommes sur le bon chemin. C'est alors que nous l'avons entendu. Un faible bourdonnement, comme celui d'une machine, mais plus profond. Il n'avait pas sa place dans les bois, ça je le savais. Duke est devenu fou, aboyant et s'élançant dans l'air comme s'il essayait de nous protéger de quelque chose d'invisible. « Tu entends ça ?» demandai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. « Oui, » répondit Chris, le visage pâle. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Le son s'est amplifié et soudain, ce n'était plus un simple bourdonnement. C'était comme un chœur de voix, basse et gutturale, scandant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Cela venait de quelque part devant nous, juste après le prochain virage du sentier. Je ne voulais pas aller plus loin, mais Chris, en bon têtu qu'il est, a insisté pour que nous allions au moins voir ce qui se passait. « Nous sommes arrivés jusqu'ici », a-t-il dit, même s'il n'avait pas l'air très enthousiaste. À contre-cœur, je l'ai suivi dans le virage, et c'est là que nous l'avons vu. Là, au milieu des bois, il y avait une clairière avec un arbre massif, d'apparence ancienne,
au centre. Autour de lui, il y avait ces figures. Elles ressemblaient à des êtres humains, mais pas à la bonne personne. Leur peau était pâle et trop tendue sur leurs os, leurs yeux étaient enfoncés et noirs, et ils se déplaçaient en faisant des mouvements saccadés et peu naturels. Ils étaient à l'origine des chants, mais je ne saurais jamais comment ils produisaient ces sons. Nous nous sommes figés, n'osant ni bouger ni faire le moindre bruit. Duke grognait tout bas dans sa gorge, chaque muscle de son corps tendu comme s'il était prêt à attaquer. Les silhouettes n'ont pas semblé nous remarquer au début, mais l'une d'entre elles a cessé de psalmodier et a tourné la tête dans notre direction. Ses yeux se sont fixés sur les miens et j'ai senti une vague de peur et de nausée m'envahir. « Nous devons partir. Maintenant » ai-je sifflé en attrapant le bras de Chris. Mais avant que nous ayons pu songer à courir, le chant s'est arrêté et toutes les silhouettes se sont tournées vers nous. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Puis, ils ont commencé à se diriger vers nous. Je n'ai pas attendu de voir ce qu'ils allaient faire. J'ai foncé, entraînant Chris avec moi. Duke était devant nous, aboyant sauvagement, ouvrant la voie vers le sentier. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression que mes jambes étaient en feu. Mais je n'osais pas ralentir. Nous pouvions entendre les silhouettes derrière nous, s'enfonçant dans les broussailles et nous rattrapant. C'était comme un cauchemar, et je m'attendais à sentir une de ces mains osseuses m'attraper par derrière. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons continué à courir, nourris par l'adrénaline et la terreur. Après ce qui m'a semblé être une éternité, nous sommes sortis des arbres et avons débouché dans la clairière où nous nous étions garés. La Jeep était toujours là, Dieu merci. Nous nous sommes engouffrés à l'intérieur, avons claqué les portes et Chris a donné un coup de pied dans la pédale d'accélérateur, soulevant de la terre pendant que nous filions à toute allure. Ce n'est qu'à des kilomètres de là que nous avons enfin osé parler. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Chuchote Chris, les jointures blanches sur le volant. Je ne sais pas, mec. Je ne veux pas savoir, répondis-je, la voix tremblante. Duke était sur la banquette arrière, haletant mais enfin calme. Quelles que soient ces choses, elles ne nous avaient pas suivis hors des bois. Nous n'avons pas arrêté de rouler jusqu'à ce que nous soyons de retour en ville. Et même là, aucun de nous n'a voulu parler de ce que nous avions vu. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais je n'ai plus jamais fait de randonnée depuis. Et chaque fois que j'y pense, j'ai un sentiment de malaise dans les tripes, comme si ce qui était là dehors attendait toujours. Chris et moi n'en parlons plus vraiment. Nous faisons comme si rien ne s'était passé, mais je sais qu'il est aussi effrayé que moi. Duke n'a jamais été le même non plus. C'est toujours un bon chien, mais il est ça nerveux maintenant, il surveille toujours les ombres comme s'il s'attendait à ce que quelque chose lui saute dessus. Alors, oui. C'est l'histoire de ma dernière randonnée. Je ne sais pas si je remettrai un jour les pieds dans les bois, et honnêtement, ça ne me dérange pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas explorer. Si vous vous retrouvez un jour sur un sentier qui vous semble trop calme, trop vide, faites demi-tour. Croyez-moi, cela ne vaut pas la peine de découvrir ce qui vous attend là-bas. J'ai toujours été fier d'être un randonneur expérimenté. Il y a quelque chose dans le fait d'être dans la nature qui me semble juste, loin du bruit, de la foule, de l'agitation constante de la vie urbaine. Il n'y a que vous, le sentier et l'étendue infinie des arbres. C'est là que j'ai toujours trouvé la paix. Mais après ce qui s'est passé l'automne dernier, je ne peux plus regarder les bois de la même façon. C'était censé être une simple randonnée d'une journée. J'avais choisi un sentier que j'avais déjà emprunté une douzaine de fois. Il n'était pas particulièrement difficile, juste une pente régulière jusqu'à une crête avec une vue qui valait la peine d'être grimpée. Le genre de sentier où l'on peut laisser son esprit vagabonder, se perdre dans ses pensées et revenir en ayant l'impression d'avoir laissé ses soucis derrière soi. La matinée a commencé comme toutes les autres. Je suis arrivé au départ du sentier juste après l'aube
dans l'espoir d'assister au lever du soleil depuis la crête. Le parking était presque vide, il n'y avait que quelques voitures, probablement des lève-tôt comme moi. Je n'y ai pas prêté attention, car moins il y a de monde sur le sentier, mieux c'est. La première partie de la randonnée s'est déroulée sans encombre. L'air était frais, la forêt se réveillait encore et les seuls bruits étaient le crissement des feuilles sous les pieds et le chant occasionnel d'un oiseau. J'étais dans mon élément, avançant à un rythme régulier, profitant de la solitude. Au bout d'une heure environ, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une légère odeur, comme si quelque chose avait mal tourné, flottait dans l'air. J'ai déjà rencontré des animaux morts sur le sentier, alors je n'étais pas trop inquiet au début. Mais au fur et à mesure que je continuais, l'odeur devenait plus forte, plus âcre, jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. C'était le genre de puanteur qui vous retourne l'estomac, cette partie primitive de votre cerveau qui vous dit que quelque chose ne va pas. J'ai essayé d'avancer, espérant qu'il ne s'agissait que d'une carcasse en décomposition à proximité, quelque chose que je pouvais contourner sans trop y penser. Mais plus j'avançais, plus la situation empirait, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai ralenti mon allure, scrutant le sous-bois à la recherche de la source, mon instinct en alerte. C'est alors que je l'ai vu. Au début, je n'ai fait qu'apercevoir quelque chose qui n'était pas à sa place, quelque chose d'anormal dans cette forêt vierge. C'était en dehors du sentier, partiellement caché par les arbres et le sous-bois, mais il n'y avait pas de doute sur ce que c'était. Mon cœur a sombré lorsque j'ai réalisé que je regardais un corps. C'était un homme, allongé face contre terre. Ses vêtements étaient déchirés, couverts de boue et de sang, et il était recouvert d'une couche de feuillasse morte, comme si la forêt essayait de le récupérer. À la façon dont il était étalé, j'ai compris qu'il n'était pas simplement tombé ou qu'il s'était perdu. C'était autre chose, quelque chose de bien pire. Je me suis figé, mon esprit s'est emballé. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour, de faire comme si je n'avais rien vu, de courir jusqu'à ma voiture et de m'éloigner. Mais je ne pouvais pas le laisser là. Je devais savoir ce qui s'était passé. Je m'approchais prudemment du corps, chaque pas me paraissant plus lourd que le précédent. Plus je m'approchais, plus l'odeur de la mort devenait forte, et je devais lutter contre l'envie de m'étouffer. Quand je l'ai enfin atteint, je me suis agenouillé sans trop savoir ce que je m'attendais à trouver. Peut-être un signe de ce qui l'avait tué, un indice qui donnerait un sens à l'horreur qui se trouvait devant moi. Mais il n'y avait pas de réponse claire. Son dos était entaillé, de profondes blessures qui semblaient avoir été faites par quelque chose de tranchant, mais pas un couteau. Les coupures étaient déchiquetées, inégales, comme si elles avaient été infligées par des griffes ou des dents. Je n'arrivais pas à comprendre. Quel genre d'animal pouvait faire cela à une personne? Je ne voulais pas le toucher, mais il fallait que je vérifie s'il avait des papiers d'identité, quelque chose qui me permettrait de savoir qui il était et qui contacter. J'ai attrapé son sac à dos, qui était toujours attaché à son corps, mais qui était déchiré et partiellement déchiqueté. Son contenu s'était répandu, des collations, une bouteille d'eau, une carte, tout ce que l'on peut attendre d'un randonneur. Il y avait un portefeuille parmi les objets éparpillés. J'ai tâtonné, les mains tremblantes, et j'ai sorti un permis de conduire. L'homme s'appelait Peter Anderson. Il avait une trentaine d'années, à peine plus que moi, et à en juger par les dates figurant sur ses cartes. Il était ici depuis au moins un jour ou deux. La prise de conscience a été brutale. Je ne regardais pas seulement un corps. Je regardais quelqu'un qui avait probablement été ici pour profiter des mêmes choses que j'aimais. La paix, la solitude, quand quelque chose a terriblement, horriblement mal tourné. Je me suis senti malade. L'odeur, la vue, la réalité de ce qui s'était passé m'ont submergé. Je devais sortir de là, mais je ne pouvais pas laisser Peter pourrir là.
J'ai attrapé mon téléphone, reconnaissante d'avoir encore du réseau, et j'ai appelé les autorités. Ma voix était tremblante lorsque j'ai expliqué où j'étais, ce que j'avais trouvé. Et ils m'ont dit de ne pas bouger, qu'ils enverraient quelqu'un tout de suite. Attendre là, seul avec le corps, a été l'heure la plus longue de ma vie. Chaque bruit dans la forêt semblait amplifié. Chaque bruissement de feuilles ou claquement de brindilles faisait battre mon cœur. Je ne cessais de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant à voir ce qui avait fait ça à Peter tapi dans les arbres, en train de m'observer. Lorsque les gardes forestiers sont enfin arrivés, ils ont pris le relais, me posant des questions, vérifiant la zone, marquant la scène. J'ai répondu du mieux que j'ai pu, mais j'étais dans un état second. Tout cela me paraissait surréaliste, comme un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Ils m'ont dit qu'ils allaient s'en occuper, que je devais retourner à ma voiture et rentrer chez moi, qu'ils me contacteraient s'il avait besoin de quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas discuté. J'étais plus que prête à partir, à mettre le plus de distance possible entre moi et cette piste. En rentrant chez moi, mes mains tremblaient encore sur le volant. L'image du corps de Peter était gravée dans mon esprit. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui avait dû se passer, comment il avait fini comme ça. Je n'arrêtais pas de repasser la randonnée dans ma tête, me demandant si j'avais raté quelque chose, s'il y avait eu des signes indiquant que j'entrais dans un cauchemar. Je ne suis pas retourné sur ce sentier depuis. En fait, je n'ai pas fait de randonnée du tout. Les bois me permettaient de m'évader, mais maintenant, ils me semblent être une menace. Un rappel de ce que j'ai découvert là-bas. Parfois, je pense encore à Peter. Je me demande s'ils ont compris ce qui lui est arrivé, s'ils ont rattrapé ce qui lui a fait ça. Mais au fond de moi, je sais que je ne veux pas connaître la réponse. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas explorer, qu'il vaut mieux laisser cacher dans l'ombre de la forêt, là où elles doivent être.